Hello les plongeurs, alors aujourd'hui on creuse le sujet de la biodiversité qui est vraiment la pierre angulaire de l'humanité. Et j'ai coécrit ce sujet avec Ingrid Vanet qui passe ses journées à lier business et biodiversité, à travailler avec les entreprises pour se poser les bonnes questions en matière de biodiversité et se retrousser les manches pour passer à l'action. Elle est vraiment super impressionnante. Merci Ingrid. Alors ceux qui commencent à me connaître le savent déjà, quand j'ai décidé de placer mon épargne, j'ai choisi d'ouvrir mon PER et mon assurance vie chez Goodvest, parce qu'ils faisaient partie des trop rares acteurs à proposer des placements réellement responsables, sans greenwashing. Alors vu que le sujet du jour, c'est la biodiversité, il faut savoir que Goodvest est complètement pionnier sur le sujet. Ils ont vite compris qu'on ne pouvait pas s'arrêter à la mesure du carbone au niveau de l'épargne, donc ils analysent l'impact de tous leurs placements sur la biodiversité. Tu peux retrouver ces indicateurs biodiversité directement sur ton compte Goodvest. Donc voilà, fonce sur goodvest.fr pour aligner ton épargne avec tes convictions. Alors on va commencer comme d'habitude par quelques chiffres. Entre 1970 et 2018, la population d'animaux sauvages dans le monde a chuté de 69%. C'est le taux de disparition le plus rapide depuis l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années quand même. À se demander si c'est pas nous, tout simplement, les dinosaures. 150 espèces sauvages disparaissent tous les jours. Oui, oui, tous les jours. En fait, il y a 1 million d'espèces végétales et animales qui sont tout simplement menacées d'extinction. Il y a un point aussi important, c'est les zones humides dans le monde. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les zones humides. C'est par exemple les marais, les tourbières ou les mangroves. On n'y pense pas beaucoup. Elles représentent que 6% de la surface de la Terre. Mais 40% de toutes les espèces végétales et animales y vivent. Donc c'est un impact énorme. Et alors, 85% des zones humides dans le monde ont disparu. Donc c'est vraiment super clé à suivre. Il y a plus que 13% des océans qui peuvent être qualifiés de sauvages aujourd'hui. Les zones de pêche, en fait, s'étendent. Et à force, évidemment, la biodiversité marine est très impactée. Alors, on va quand même terminer avec un chiffre optimiste, puisque grâce à toutes les mesures de conservation qui sont mises en place partout dans le monde, eh bien, le risque d'extinction d'espèces a diminué de 20%. Donc il est toujours énorme, mais la courbe va désormais dans le bon sens. Donc voilà, je sais pas toi, mais de mon côté, j'ai l'impression d'entendre des chiffres d'espèces en extinction depuis des lustres sans vraiment comprendre l'impact. En fait, je sais qu'un monde à plus 4 degrés, c'est catastrophique, mais je comprends pas bien ce que donne un monde finalement à 1 million d'espèces disparues. Donc je te propose qu'on creuse. Alors il y a un paradoxe qui est assez hallucinant, c'est que d'un côté, tu as 50% du PIB mondial qui dépend de la nature, donc c'est 44 trillions de dollars. Globalement, un pêcheur dépend de l'océan, un agriculteur de la terre, Ikea dépend du bois, etc., etc. Mais d'un autre côté, tu as 34 à 48 milliards d'euros par an qui sont distribués à des activités nuisibles à la nature, selon le WWF. C'est des subventions annuelles des États membres de l'Union européenne. Donc on subventionne la destruction de la biodiversité quand, d'un côté, tout prouve qu'on dépend de la nature, y compris au niveau du business, et qu'on devrait investir pour la protéger. Alors, petite définition de ce que c'est la biodiversité, parce que ça peut paraître un mot valise souvent, mais la biodiversité, c'est tout simplement le monde vivant, c'est toutes les formes de vie. Donc qu'est-ce qu'on inclut dans le vivant ? Alors déjà, il y a des espèces, donc de multiples plantes, animaux, champignons, micro-organismes. Ensuite, il y a des gènes. Donc pour chaque espèce, on a une diversité génétique qui est énorme. Donc il y a, je sais pas, il y a des chiens à poils longs et des chiens à poils courts. On a tendance à penser que 2 cachalots, c'est toujours 2 cachalots, mais évidemment c'est faux. Ensuite, on a des écosystèmes, donc une forêt, une rivière, un récif corallien, une zone humide. Une rivière, par exemple, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, quoi. Si on détourne un cours d'eau, ce qui est le cas quand même de 60% des cours d'eau en Europe qui ont été détournés, tu te dis que c'est probablement OK, on a juste déplacé l'eau. Mais en fait non, ça entraîne la disparition d'insectes, d'amphibiens qui s'en nourrissent, d'arbres qui sont moins irrigués, ça accélère l'érosion, voilà, donc c'est pas du tout anodin. Et puis le 4e élément du vivant, c'est tout simplement les humains. On le met là parce que oui, on est une espèce comme les autres.
On fait partie de cette biodiversité avec notre diversité génétique, des yeux, des couleurs de peau, des tailles, etc. Et on a tendance à oublier qu'on fait partie du vivant tellement on pense le contrôler. Si on illustre l'histoire de la vie sur un cadran de 24 heures, les humains n'apparaissent que quelques secondes avant minuit. Donc il faut un petit peu d'humilité, ça ferait pas de mal. Et alors prenons quelques dates clés pour la biodiversité. 1948, c'est la création de l'IUCN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est eux qui entretiennent cette liste rouge des espaces menacés, par exemple. C'est la plus complète du monde. Ils ont quand même 11 500 experts aujourd'hui qui creusent le sujet de la biodiversité. En 2012, enfin un gros saut dans le temps, on a le lancement de l'IPBES, c'est le GIEC de la biodive en gros. Et à titre de comparaison, le GIEC a été créé en 1988, beaucoup plus tôt. Ça prouve la différence de prise en compte entre le climat et la biodiversité. On a un peu de retard sur la biodiversité. En 2022, COP15 à Montréal, il y a des objectifs qui sont fixés sur la biodiversité. On dit par exemple 30% des terres et des océans seront protégés d'ici 2030. Alors c'est cool parce que c'est la première fois qu'on pose un chiffre, mais par contre c'est pas cool parce qu'il n'y a aucun moyen de suivre ou de vérifier ce qui avance, ce qui décrédibilise progressivement un peu les COP, et c'est très dommage. En 2023, il y a eu la loi ZAN, la zéro artificialisation nette en France. Ça a un impact très important sur le quotidien des Français et sur la biodiversité. Et la raison, c'est que la surface d'un département a été artificialisée tous les 10 ans dans notre pays. Dans le monde, il y a 75% de la surface terrestre qui a été modifiée par l'action de l'humain. Et donc, à un moment, il faut être capable de maîtriser cette artificialisation et d'arrêter d'artificialiser des terres qui sont encore naturelles. Alors pourquoi on doit s'intéresser maintenant à la biodiversité ? Creusons un peu ce sujet. Pendant longtemps, on a eu l'impression que la chute de la biodiversité, ça ne concernait que les fleurs bleues, quoi. On était triste parce qu'on assistait sur Arte à l'extinction d'une espèce de panda ou à la disparition d'un ours polaire. Mais la gravité du sujet biodiversité, elle a vraiment dépassé le stade de l'émotionnel aujourd'hui, tellement que certains commencent à paniquer et même réfléchir à stocker par exemple notre biodiversité sur la Lune pour la sanctuariser. C'est réel, c'est un des articles scientifiques à Oxford que vous pouvez retrouver sur la newsletter. Il faut creuser les raisons de toute cette agitation en ce moment sur la biodiversité. Alors déjà, notre économie en dépend complètement. Parce que la nature, elle est trop sympa, elle nous rend énormément de services gratuitement, elle pollinise des fleurs, elle régule le climat, elle épure l'eau, elle fait pousser des arbres, elle fait pousser de la nourriture. On appelle ça dans le jargon les services écosystémiques de la nature. La moitié du PIB mondial dépend de ces services gratuits. Donc l'agriculture dépend de la pollinisation, de la qualité des terres, des micro-organismes, de l'eau, du climat. La pêche dépend de la qualité des océans. La construction dépend du bois, des ressources naturelles. Donc en fait, les risques sont triples. D'un côté, ils sont physiques. Par exemple, le monde agricole qui vivrait sans pollinisateurs, c'est chaud physiquement. Ils sont légaux, puisque l'humanité va pas se laisser faire, elle va réglementer progressivement. Et puis, ils sont réputationnels, parce qu'une entreprise qui dégrade complètement la biodiversité, ça va finir par faire totalement fuir ses clients. Alors, pour protéger nos business, certains pensent que la technologie peut reproduire ce que la nature fournissait gratuitement. Mais en fait, c'est très très difficile de remplacer la nature. Le meilleur exemple, c'est l'agriculture. Une fraise pousse toute seule en pleine terre grâce à des ressources orchestrées avec magie par la nature, l'eau, la lumière, les minéraux. Et si ça devient vraiment difficile de produire suffisamment, on peut avoir envie de recréer la nature nous-mêmes. Et je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on avait quand même levé 30 millions d'euros avec Agricool, la boîte que j'avais lancée, pour cultiver dans des containers fermés au cœur de la ville. Tout ça, ça part souvent d'une bonne volonté. Dans le cas d'Agricool, l'idée c'était de permettre aux habitants des très très grandes villes de pouvoir manger local, alors qu'il n'y a plus d'alimentation locale dans les mégalopoles aujourd'hui. Et on voulait cultiver dans des sous-sols et des parkings qui sont inutilisés. Par exemple à La Défense, où il y a 30% de parkings inutilisés. Mais en fait, remplacer la nature par de la technologie, ça a beaucoup de limites. La biodiversité, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est extrêmement cher et consommateur d'énergie de vouloir reproduire ce que la nature fournit gratuitement.
Alors, il y a beaucoup de solutions qui existent finalement pour pouvoir pallier artificiellement à la chute de la biodiversité. On peut trouver des robots drones pour polliniser des fleurs, des OGM pour bénéficier de variétés de tomates qui résistent à toutes les attaques. On peut développer de la viande cellulaire ou des digues pour éviter les inondations parce qu'on a trop supprimé de haies dans les champs et que l'érosion des sols est inéluctable. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de construire évidemment. Alors il faut pas jeter la technologie non plus avec l'eau du bain, il faut être prudent. Mais peut-être qu'accélérer des sujets comme le biomimétisme pour s'inspirer du vivant plutôt que chercher à le remplacer, c'est plutôt malin. Il y a une boîte qui s'appelle Phoenix par exemple qui s'inspire des nageoires de poissons pour créer des moteurs électriques de bateaux plus économes. Il y a énormément d'enjeux liés au biomimétisme qui sont fascinants d'ailleurs que tu peux retrouver dans la newsletter qu'on a lancée sur le biomimétisme au mois de février. Alors restons humbles, on comprend pas grand-chose au monde vivant. Les bactéries et les microbes, par exemple, ça fait évidemment partie de la biodiversité et je trouve que cet exemple est très parlant pour nous faire prendre conscience de notre incompréhension du monde. On a calculé qu'il y aurait sur la planète entre 4 et 6 000 milliards de milliards de milliards de bactéries. Concernant le nombre de microbes, c'est pire, on ne sait pas en fait. Les estimations vont de quelques dizaines de millions à 1000 milliards. Mais tout ça, bactéries, microbes, on peut en cultiver seulement quelques milliers aujourd'hui. Donc c'est dire combien ce monde est totalement inconnu à nos yeux. Alors notre vie dépend de la biodiversité. Il n'y a pas que le business en fait. Tout ce qui nous entoure provient de ressources naturelles. La nourriture, l'eau, les vêtements, même les médicaments comme la morphine ou la codéine viennent à l'origine de substances naturelles. Parmi les services que la nature rend gratuitement, il ne faut pas oublier la culture, la qualité de vie d'ailleurs. Un footing, c'est quand même bien moins ressourçant sur un parking que dans la nature. Alors la biodiversité, ça nous aide à agir sur le climat. Parce que quasiment tout le monde priorise les objectifs climat aux objectifs biodiversité. On le voit, le carbone partout évidemment. Mais on prend le sujet dans le mauvais sens. Parce que agir pour la biodiversité, ça peut permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement les objectifs climat. Et à l'inverse, agir sur le climat, ça peut réellement détruire la biodiversité. En fait, l'effondrement de la biodiversité va avoir des conséquences bien plus rapides que le changement climatique. Et il ne faut pas les opposer, ces deux crises se renforcent mutuellement. Mais pour trouver la meilleure solution, le plus intelligent, c'est d'investir là où on gagne sur tous les tableaux. Un bon exemple, c'est d'investir par exemple dans la conservation des tourbières. Donc, c'est des zones humides qui disparaissent énormément à hauteur de 500 000 hectares par an dans le monde. C'est énorme. Et en fait, les tourbières, c'est un strike environnemental. En gros, ça mixe carbone, biodiversité, gestion de l'eau en une seule fois. 3 en 1, comme on dirait chez L'Oréal. Si, par exemple, tu préserves une tourbière, au niveau de la biodiversité, tu fournis un habitat à des milliers d'espèces qui y vivent. Au niveau de l'eau, tu diminues les inondations parce que tu régules le débit des rivières et t'améliores la qualité de l'eau. Et au niveau carbone, les tourbières, c'est 30% du carbone terrestre stocké dans les sols. Alors que c'est une toute petite surface, les tourbières, c'est 3% de la surface terrestre. Donc il existe beaucoup d'exemples comme les tourbières pour lesquels tu peux investir dans la biodiversité, protéger la biodiversité et avoir un impact qui est à la fois massif sur la biodiversité et le carbone. Alors qu'à l'inverse, si tu décides par exemple d'élever des algues au milieu de l'océan sur des centaines d'hectares avec une monoculture d'algues, c'est génial, ça va te permettre de capter énormément de CO2, mais probablement que ça aura un impact catastrophique sur la biodiversité autour dans l'océan et que ça aura un effet boomerang énorme qui fera que finalement l'impact climatique sera même négatif. Alors ce qui est intéressant ensuite, c'est que la biodiversité, elle nous aide même dans notre adaptation au changement climatique. Les arbres, ça crée des microclimats plus frais lors des canicules. On se met en dessous quand il fait trop chaud. Les récifs de coraux, la mangrove, ces endroits protègent les côtes contre les vagues et les tempêtes, par exemple. C'est le cas aussi des haies dans les champs. 70% des haies ont disparu en France depuis 1950. Il y a énormément d'agriculteurs qui en replantent et aujourd'hui, l'impact est multiple. C'est du stockage de carbone, c'est du refuge pour la biodiversité, mais c'est aussi un rempart face aux inondations ou aux vents forts. Jusqu'à récemment, les crédits carbone d'ailleurs étaient monomaniaques. On voyait uniquement apparaître des crédits CO2. Aujourd'hui, les crédits les plus chers comprennent un bonus biodiversité. Et ça, c'est une super nouvelle.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde vers la biodiversité? C'est un énorme défi. La première chose, ça serait de donner une valeur aux vivants. Parce que dans notre société, malheureusement, tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Alors on peut se demander comment on va faire pour valoriser la biodiversité. On considère encore qu'on peut puiser indéfiniment, gratuitement dans un stock de ressources naturelles pourtant limité. Beaucoup pensent encore ça. Mais c'est certain que ça va changer. Et si on voulait stopper la destruction de la biodiversité d'ici 2030, il faudrait rediriger des centaines de milliards de dollars vers des projets qui préservent la nature, qui préservent la biodiversité, qui arrêtent l'extinction de masse. Alors ces projets pourraient bénéficier de certificats biodiversité, on pourrait valoriser leur impact positif, ils pourraient les revendre sur les marchés à d'autres entreprises qui seraient forcées d'en acheter parce qu'elles seraient trop impactantes sur la biodiversité. Donc il y a vraiment quelque chose à construire. Carbone 4 vient d'ailleurs de pondre plusieurs rapports sur le sujet et des projets comme Land Banking Group ou EBC sont vraiment passionnants à suivre sur ce sujet de la valorisation du vivant. Mais on en est encore aux prémices d'un modèle de financement de la restauration de biodiversité. Dans tous les cas, il faut faire très attention aux dérives de la compensation. La compensation, vous voyez ce que c'est, on l'avait dans le carbone, c'est l'impression que si tu pars en avion à l'autre bout du monde, c'est pas grave, tu peux acheter des arbres et ça va compenser ton carbone. On a bien vu que c'était pas du tout le cas dans la notion de carbone. Et dans la notion de biodiversité, c'est pareil en fait. Jean-Marc Jancovici disait sur LinkedIn par exemple, la destruction d'une zone humide en Pologne, c'est pas compensé par la réintroduction de vautours dans les Alpes. Un hectare de forêt supprimé sur Bornéo, c'est pas vraiment compensé par plus de haies ou moins de phytosanitaires dans un champ français. Donc plus encore que pour le climat, la compensation est invalide en matière de biodiversité. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'il faut mesurer si on veut être capable de valoriser. Si on crée des certificats biodiversité avec une valeur en face, il faut pouvoir mesurer leurs impacts. La tonne de CO2, c'est l'indicateur de référence sur le carbone. C'est hyper simple sur le carbone. Donc comment on fait pour la biodiversité ? Quelle est la bonne mesure sur la biodiversité ? Alors il y a des tonnes de domaines dans lesquels il faut composer. Il y a des terres, il y a des eaux douces, il y a des océans, il y a des espèces animales, il y a des espèces végétales. Tous ces domaines sont eux-mêmes subdivisés en multiples sous-domaines. Ça, c'est la complexité de la biodiversité. Alors bon courage si tu veux calculer combien de séquoias valent une baleine, par exemple. Des centaines de scientifiques cherchent à trouver un indicateur unique qui permettrait à la biodiversité d'être mieux intégrée dans le monde économique. Alors, il existe beaucoup d'indicateurs qui ont été testés, mais c'est très difficile à généraliser. Le plus connu, pour te faire gagner du temps, c'est le Global Biodiversity Score de CDC Biodiversité. Alors, ils utilisent une unité de mesure qui s'appelle le MSA par mètre carré. MSA, c'est Mean Species Abundance, donc MSA, donc l'abondance moyenne des espèces. Et alors, pour faire simple, si tu veux, si tu as un impact de 1 MSA par mètre carré, ça veut dire globalement que tu as transformé 1 mètre carré d'un espace naturel intact, par exemple de la forêt vierge, en un espace totalement artificialisé et sans vie, par exemple un parking goudronné. Voilà. Donc ça permet d'avoir un élément de mesure. Mais c'est encore une fois un indicateur intéressant, mais qui ne peut pas être généralisé, c'est trop limité. En fait, quand il réfléchit sur la biodiversité, ça paraît logique de ne pas trouver un indicateur unique. Demandez à votre médecin quel est l'indicateur unique statuant de votre bonne volonté. Est-ce que c'est la température corporelle ? Le nombre de globules rouges ? Le pouls ? Alors, est-ce que ça veut dire que si votre thermomètre affiche un glorieux 37 degrés, mais que vous venez de percuter un SUV, on peut considérer que vous êtes en bonne santé ? Les médecins passent pas leur journée à trouver un indicateur unique de santé des humains. Ils apprennent à appréhender chaque situation sur le terrain et à comprendre comment protéger la santé des êtres humains. Il faudrait avoir la même réflexion sur la biodiversité. C'est pour ça que le SBTN a été créé d'ailleurs, c'est une approche méthodologique et qui n'est pas un indicateur unique. Alors ensuite, il faut savoir faire confiance à ceux qui connaissent les sujets sur le terrain, il faut savoir faire confiance aux scientifiques. Je sais que c'est pas du tout à la mode, surtout outre-Atlantique, mais c'est très important. Certaines boîtes, certaines startups cherchent à remonter les infos les plus précises sur la biodiversité pour que la mesure soit la plus pertinente, globale, et que des scientifiques à qui on fait confiance puissent décider de ce qu'il faut soutenir. C'est le cas de projets à gros potentiel, par exemple comme Pivotal au UK ou alors Darwin en France.
En fait, probablement que devant encore le sujet de la mesure, ce qui est important, c'est de remettre le vivant au cœur des priorités. Donc il y a plein de moyens possibles. Un premier qui est intéressant, c'est d'innover dans le statut juridique du vivant. En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le droit de la nature. C'est un sujet dont on parle pas beaucoup dans les sphères business, mais qui est intéressant. Par exemple, le Costa Rica a ancré la protection de l'environnement dans sa constitution. Ensuite, il y a un sujet intéressant autour des modes de consommation, tout simplement. Par exemple, si on mange trop de viande ou qu'on gaspille de la nourriture, ça a un impact immense sur la biodiversité. Il y a 40% des surfaces habitables sur Terre qui servent à l'élevage et 70% des oiseaux sont des poulets ou de la volaille. Ce chiffre me fait toujours halluciner. Donc en fait, décider de manger un petit peu moins de viande, c'est réduire la pression sur la biodiversité. Il y a aussi un tiers de la nourriture produite sur Terre qui est jetée. Donc là, tous les projets à la Too Good To Go, Phoenix, etc. sont évidemment fondamentaux. Donc tout cet espace de production pourrait être moins sous pression et aider à restaurer la biodiversité. Ensuite, ce qui est important, c'est de protéger, parce que finalement, restaurer la biodiversité, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est très coûteux, et c'est beaucoup plus coûteux que de protéger des espaces qui peuvent encore être protégés. Il y a un bon exemple, c'est le parc national de Porquerolles. Depuis la création de l'aire marine qui a été protégée en 2007, les quantités de poissons ont explosé, ils n'ont fait qu'augmenter. Le gros problème, c'est que protéger, ça ne se voit pas. C'est super difficile de trouver des financements pour quelque chose qui ne se voit pas. Les humains aiment les inaugurations, les travaux, les chantiers, les coupages de ruban, quoi. Ça montre qu'on se bouge, qu'il y a de l'activité. Il y a un exemple qui me fait sourire vis-à-vis de l'humanité à ce sujet, c'est l'exemple de la startup Colossal. C'est une boîte qui cherche à faire renaître le mammouth disparu. Alors c'est beaucoup plus sexy que de laisser la nature tranquille. Pour protéger la biodiversité, certains utilisent le PSE en France, le fameux PSE. Alors le PSE, c'est paiement pour services environnementaux. Et c'est surtout utilisé dans l'agriculture. Dans la métropole de Chartres, par exemple, des agriculteurs sont rémunérés pour maintenir des prairies, donc simplement pour les laisser. Ça permet de maximiser la biodiversité, d'améliorer les paysages, et ça compense la baisse de revenus chez l'agriculteur. C'est très intéressant, ces paiements pour services environnementaux. C'est tellement compliqué de convaincre de laisser la nature au calme que certains décident de se bouger. Par exemple, le fondateur de The North Face et sa femme s'étaient lancés dans la mission d'acheter plus de 2 millions d'hectares d'espaces sauvages en Amérique du Sud, juste pour créer des parcs nationaux et les offrir à l'État. En France, à plus petite échelle évidemment, on a un entrepreneur que je trouve exceptionnel là-dessus qui s'appelle Rodolphe Landman, qui a des boulangeries, une douzaine de boulangeries, et qui a décidé de restaurer le vivant avec ce qu'il gagne et donc d'acheter des surfaces de forêt pour les laisser à la nature. Alors ensuite, il faut restaurer, parce qu'une fois qu'on s'est dit que c'est mieux de protéger, évidemment restaurer ça reste superbe aussi, il y a des moments où on est obligé de restaurer parce que tout simplement la nature a été détruite. En mer d'Indonésie, l'ONG française Coral Guardian, par exemple, a restauré plus de 50 000 récifs coralliens avec l'aide de citoyens. 90% des récifs coralliens risquent de disparaître d'ici 2050. Et la solution viendra sûrement d'une somme d'actions locales. Donc c'est hyper cool de voir que la nature est résiliente d'ailleurs, parce que si on ne dépasse pas un certain seuil de non-retour, en fait, elle peut se reconstituer. Alors, quel lieu naturel pourrait être protégé ou restauré autour de chez toi? C'est hyper intéressant à réfléchir et à se dire comment est-ce que tu pourrais agir? Est-ce que tu pourrais agir individuellement avec des assos? Est-ce que tu pourrais agir avec ton entreprise pour restaurer ou protéger des zones autour de chez toi? C'est hyper intéressant. Le meilleur exemple là-dessus, c'est la BioVallée dans la Drôme. C'est une initiative locale en fait, qui a permis à ce territoire de devenir un exemple en matière de durabilité. Ils intègrent les entreprises, les agriculteurs, les habitants. C'est tellement plus puissant de savoir que tu agis, que tu investis du temps, de l'argent et que tu vois autour de toi, dans ta région, les choses évoluer. Des villes peuvent aussi devenir des lieux de nature. Les Nations Unies prévoient 68% d'habitants en ville d'ici 2050. Et c'est fondamental de rester à proximité de la nature. J'ai vu un chiffre qui est assez impressionnant. Il y a 20% des Français qui passent moins d'1 heure par jour au contact de quelque chose de naturel. C'est très important pour la santé. À New York, il y a 4000 hectares de zones naturelles qui sont préservées dans la ville. New York abrite plus de 200 000 espèces de plantes, 200 espèces d'arbres, 200 espèces d'abeilles. En 2023, le Conseil de la ville de New York a adopté un projet de loi qui vise à atteindre une couverture de 30% d'arbres à New York. La superficie de Central Park, c'est quand même supérieur à celle de la principauté de Monaco, quoi.
Donc c'est assez impressionnant. Alors, on peut utiliser la puissance des entreprises pour la biodiversité. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, parce que les entreprises sont un levier de puissance énorme. Les boîtes vont devoir passer à l'action, par conviction ou par obligation. Il faut surtout pas paniquer devant l'ampleur de la tâche et il faut être méthodique. Alors la première chose, c'est la base, c'est mesurer. Donc chaque entreprise doit commencer par la mesure, comme expliqué plus haut. Donc elle sera imparfaite au début, mais elle permettra de fixer un cadre, elle va permettre de s'améliorer d'une année sur l'autre. La deuxième chose, la suite logique, c'est de sécuriser sa chaîne de production. Donc une entreprise doit s'intéresser à ce qui est vraiment au cœur de son modèle. IKEA doit commencer par mieux gérer sa ressource en bois, par exemple. Pas par mettre en place une gestion raisonnée des bacs de fleurs sur ses parkings ou à penser à l'impact du numérique. Toutes les boîtes bien gérées analysent leurs risques fournisseurs. Et c'est la même chose avec la nature. Si tu réalises que tous tes produits dépendent du bois, par exemple, tu as intérêt à faire en sorte que ton fournisseur, qui est la nature en question, ne se casse pas la figure, quoi. Alors ensuite, la grande classe, une fois qu'on va plus loin, c'est de devenir le pionnier de la biodiversité. Tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux devenir une inspiration pour les générations à venir dans ton entreprise. Alors il y a plusieurs moyens inspirants. Le premier, c'est de fixer un prix interne à la nature. La moitié du PIB dépend de la nature, on l'a dit, 44 trillions de dollars. Donc combien ça représente dans ta boîte ? Quelle est la valeur de la nature dans ton PNL ? L'objectif pourrait être ensuite de diminuer cette dépendance aux fournisseurs nature finalement. C'est un moyen très malin de venir mettre des chiffres et de comprendre. Kering, la boîte de luxe, a par exemple mis en place un vrai PNL environnemental qu'elle suit année après année. Je trouve ça très malin parce que c'est pas uniquement théorique, de plus en plus ça va devenir très concret et ça va vraiment permettre de mesurer les risques qui sont liés à la biodiversité pour une entreprise. Le deuxième élément, ça peut être de rendre la nature actionnaire de l'entreprise. Alors ça, le meilleur exemple, c'est Patagonia, qui verse environ 100 millions de dollars par an de dividendes à son seul actionnaire qui est devenu la nature, depuis que Yvon Chouinard, le fondateur, a transmis son entreprise via une fondation, etc., et un système à la nature, finalement. Donc tu as une centaine, je crois, d'associations locales, expertes, qui distribuent ces fonds. Et puis alors, tu peux complètement transformer aussi ton business model pour le tourner vers la préservation des écosystèmes. C'est ce qu'on appelle des entreprises régénératives. On avait fait une newsletter là-dessus. Il y a une entreprise, par exemple, qui s'appelle Pocheco, que tu peux aller voir, qui fabrique des enveloppes dans le Nord et qui a vraiment tourné toute son entreprise vers un objectif de régénération des écosystèmes. Alors, il faut faire super attention quand on pense à la préservation de la biodiversité par les entreprises, au greenwashing, évidemment. Le spot de pub d'Apple de 2023 avait fait un tollé avec la mère nature. On voyait une publicité avec le comité de direction qui devait justifier de tous ses choix environnementaux de manière complètement caricaturale, avec la nature qui était représentée. Alors c'est super intéressant parce que ça permet de montrer que c'est possible de mettre la nature à la table du conseil d'administration, mais là c'était vraiment du greenwashing. Donc beaucoup ont l'ambition de devenir nature positive. C'est un peu la suite du net zéro, du carbone neutral, qui était un élément de carbone positif. La nature positive, c'est qu'on inclut la biodiversité à l'intérieur, c'est hyper intéressant. Mais c'est très important de le faire sans effet d'annonce et de le faire en expliquant tout le chemin à parcourir. Moi, personnellement, j'ai un petit radar à greenwashing et ce que je fais en fait, c'est que je regarde quand une entreprise parle d'impact positif, si elle décrit des choses qui sont encore à améliorer ou si elle ne décrit que des choses qu'elle fait déjà. Pour moi, quand on décrit uniquement ce qu'on fait déjà, c'est vraiment un problème. Ça prouve qu'on est dans le greenwashing parce que la réalité, c'est qu'on a tous du chemin à parcourir et on doit le montrer. Voilà, il faut être très prudent vis-à-vis de la communication sur ces nouveaux projets, mais c'est important de se mettre en mouvement et c'est important d'être transparent sur ce qui reste à parcourir. Voilà, on arrive au bout de cette newsletter. Merci beaucoup de l'avoir écoutée jusqu'au bout et n'hésite pas surtout à la partager aux gens autour de toi à qui ça pourrait plaire parce que c'est comme ça que le plongeoir se développe. À bientôt!